Merci beaucoup d'être là en aussi grand nombre. Les intentions de façon plus large que j'ai avec la présentation d'aujourd'hui, c'est de montrer en quoi la manutention de charge, au-delà du fait que on a l'impression que tous les manutentionnaires font un peu toutes la même chose, déplacent des charges d'un point A au point B, vous montrer c'est pas nécessairement tout à fait le cas. Il y a des traits communs, mais il y a beaucoup de variabilité aussi. Puis je vais essayer de vous peut-être un peu vous influencer sur qu'est-ce que ça a comme conséquence, à la fois au niveau des manutentionnaires, mais particulièrement au niveau des intervenants qui ont à analyser ces activités-là de manutention qui sont très variables, quel impact ça peut avoir, puis éventuellement proposer des outils pour les aider. Donc, quelques implications à la fois au niveau des manutentionnaires, des préventeurs, puis trois grands outils qui ne sont pas nécessairement disponibles à l'heure actuelle, sur lesquels soit on va travailler ou soit que j'ai encore peut-être un petit peu de développement à faire pour les rendre accessibles, mais qui, somme toute, je crois, sont intéressants à connaître. Petite mise en contexte avant de débuter. Avant de faire cette étude-là, on avait déjà réalisé plusieurs études dans différents contextes avec des manutentionnaires auprès de différentes populations de manutentionnaires. Là, vous avez une liste préliminaire qui est là. On a fait des trucs avec les éboueurs, les préparateurs de commandes, commis-vendeurs, placeurs, les emballeurs, etc. Mais on n'avait jamais réalisé une étude dans un contexte où une même population de manutentionnaires réalisait différentes activités de manutention variables. Et il s'est adonné qu'à ce moment-là, on a eu une demande d'une grande municipalité québécoise pour faire une étude chez eux. Et on a saisi l'occasion, parce que c'est un contexte qui était tout à fait propice à ça, pour pouvoir aller voir comment on pouvait analyser des gens qui faisaient de la manutention, mais de la manutention qui était très variée, qui manutentionnaient des choses très variables dans des contextes aussi qui variaient beaucoup. La demande, en fait, si je la situe par rapport à nos intérêts, là, je viens d'en parler un petit peu, la demande, elle était très large à l'origine, puis on l'a gardé aussi très large là, intentionnellement. La municipalité voulait qu'on vienne en aide, qu'on leur vienne en aide pour à la fois évaluer les contraintes de manutention qu'il y avait chez leur population de journaliers, puis aussi commencer à suggérer peut-être des pistes de transformation sans travailler sur véritablement implanter ces transformations-là, voir c'était quoi les avenues de prévention qu'il pouvait y avoir par rapport aux contraintes qu'on identifiait chez ces populations de manutentionnaires-là. Le défi, vous le comprendrez, vous allez le voir tout à l'heure, c'était qu'il n'y avait pas juste des gens qui faisaient, par exemple, la préparation de commandes ou des emballeurs. Les gens faisaient à peu près tout et son contraire en termes de manutention, manipulaient des choses qui étaient très variables. Et c'était là qu'était le défi un peu et qui était en lien avec l'origine de la demande qui nous était faite. Les gens étaient un peu perdus. Ils savaient qu'il y avait des statistiques d'accidents qui n'étaient pas tellement élogieuses par rapport aux activités de manutention, mais ils ne savaient pas où commencer, ils ne savaient pas où étaient les problèmes, puis comment s'en sortir dans cette espèce de bourbier-là. Nos intérêts à nous, il y avait déjà eu des travaux qui avaient été faits antérieurement à ce projet-là sur l'élaboration d'une grille pour aider un peu les intervenants dans les milieux de travail à mieux cerner les activités de manutention qui se font dans leur environnement pour orienter un petit peu plus les demandes d'intervention qu'il pouvait y avoir, soit pour des transformations de ces milieux-là ou soit pour de la formation, parce que c'est une demande qui nous est beaucoup faite de par les milieux, qu'on intervienne particulièrement sur des questions de formation. On veut qu'on vienne montrer les bonnes techniques de travail aux employés. Je vais y revenir un petit peu. Donc, valider la grille pour mieux comprendre les activités de manutention puis éventuellement planifier des formations. Savoir si elle était assez robuste par rapport à la diversité des activités de manutention qu'on retrouvait. Est-ce qu'on était bien capable d'aller chercher ces informations-là? Donc, on a validé et il y a eu du travail subséquemment qui a été fait par la suite avec cette grille-là. Ensuite, un des autres objectifs qui était un intérêt de recherche un peu plus, c'est comprendre comment mener la prévention dans un contexte où la manutention prend différentes formes. Il y avait des intérêts théoriques à ça, mais il y avait des intérêts pratiques et c'est sur ces intérêts pratiques-là que je vais davantage mettre l'emphase aujourd'hui. Et j'ai limité ça au maximum, juste pour vous montrer. Dans le milieu où on était, il y a eu 16 situations de manutention qui ont été analysées quand même pas mal en détail. Des situations qui étaient très, très, très contrastées. Là, si vous voyez, il y avait des gens qui faisaient du déménagement, qui faisait du démontage de sites. On est dans une municipalité, donc il y a des événements qui sont organisés pendant l'été. On était là pendant la période estivale. Donc, des manifestations qui sont faites dans des parcs et tout. Donc, il y a plusieurs choses à monter et à démonter suite à ces événements-là. Des installations de tentes, l'entretien des édifices, démontage. On est allé quand même assez loin aussi dans ce qu'on considère être des situations de manutention. On est allé chercher, par exemple, tout ce qui est pavage, donc pelletage d'asphalte. On a rentré ça, vous allez voir un petit peu, je vais élaborer un petit peu là-dessus. Là. On a rentré ça dans les activités de manutention, donc le fait de faire des trottoirs. Donc, vous voyez, c'est une liste assez complète, je vous dirais, mais assez diversifiée aussi de situations de manutention là, qui partent un peu dans toutes les directions.
Il y a eu des retombées pratiques pour l'entreprise, je le mentionne tout à fait rapidement. Pour la municipalité en question, ce qu'on a fait pour chacune de ces situations de manutention-là, on leur a produit une fiche comme ça, qui résume un petit peu les informations qu'on est allé chercher sur ces situations-là en termes de à quelle occurrence ça se fait, quels sont les risques qui sont là, c'est quoi les problèmes que les gens nous rapportent ou qu'on a vus, l'impact en termes de difficultés pour ces gens-là. Puis on commençait à élaborer un petit peu des pistes de solutions avec lesquelles on n'a pas travaillé nécessairement avec l'entreprise. Sur certaines situations, on a eu le temps de travailler avec eux, mais étant donné les délais du projet, puis que l'objectif du projet aussi n'était pas de se rendre jusqu'aux situations, aux transformations des situations de travail, mais on leur a laissé des pistes de solutions comme ça. Puis c'est avec ces fiches-là qu'on a travaillé en comité avec eux pour leur expliquer ce qu'on avait fait comme analyse et tout. Donc, c'est ce qui a été un livrable quand même important dans le cadre de cette étude-là pour l'entreprise en question, ou pour la municipalité, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on parle quand on parle de diversité des activités de manutention? Peut-être que ça peut avoir l'air trivial pour vous, mais regardez un peu les situations avec lesquelles on a été confrontés. Lever des regards d'égout comme ça, des fois c'est fait seul, des fois c'est fait à deux. On utilise parfois des pics comme ça, mais des fois, c'est un autre outil qui est utilisé, qui est un petit peu plus facile d'utilisation, mais dépendamment des contextes, ils ne peuvent pas toujours l'utiliser. Donc, c'est un premier type de manutention, par exemple, qu'on a regardé. Quand on installe des regards d'égout comme ça, il y a beaucoup de manutention qui se fait. Bien entendu, il y a d'autres choses qui se font en parallèle. Ces gens-là dont on parle ne sont pas nécessairement classifiés comme étant des manutentionnaires. Ils ont un autre métier, mais ils ont des tâches parallèles et parfois assez importantes de manutention à faire dans le cadre de leur travail. Donc, par exemple, ici, il faut bien amener cette structure-là, l'installer. Donc, il y a beaucoup de manutention qui est faite par la suite. Il va y avoir d'autres savoirs techniques qui vont être déployés par ces travailleurs-là, mais il y a une partie qui consiste à faire de la manutention et c'est pas nécessairement leur métier de faire ça. Des gens pour qui c'est davantage le métier, par contre, je vous parlais des festivals qui sont organisés, donc des tables à pique-nique, on en a vu autant comme autant là, en termes de démontage, de façon de placer ces tables à pique-nique-là, de les entreposer éventuellement pour l'hiver et tout. Des barricades, il y en utilise énormément dans le cadre de justement ces festivals-là. Donc, il y a beaucoup de transport de barricades qui est fait dans ce contexte-là, sur des assez longues distances, je vous dirais. Tous les équipements qui sont utilisés, par exemple, pour faire l'asphaltage, le pavage, donc c'est tous des équipements qui doivent être manipulés par les travailleurs aussi. Des gens qui sont plus spécialisés en manutention, ceux qui déménagent, par exemple, les différents pavillons, parce qu'il y a tout le temps du mouvement dans une municipalité. Donc, on voit des gens qui sont en train de manipuler des boîtes dans des contextes qui ne sont pas toujours facilitants, même si les travailleurs essayent de s'organiser. Tout l'univers des garages, manutention des pneus, quand on défait les pneus des différents équipements roulants qu'il y a dans des municipalités. Donc, il faut entretenir ces équipements-là. Donc, il y a beaucoup de manutention et des pneus, comme vous voyez, qui sont de format, de volume, qui sont quand même assez importants. Et on a rentré aussi tout l'univers du pavage, donc pelleter de l'asphalte. Pour nous, c'est une forme de manutention. On transporte, mais c'est médié par un équipement, mais il y a quand même du transport qui est fait d'un point A à un point B. Donc, on a rentré ça dans cet univers-là. Donc, vous voyez, puis je vous couvre à peu près la moitié, même le tiers à peu près des situations de manutention qu'on a rencontrées. Vous voyez le défi que ça pouvait représenter pour nous là, d'aller regarder ça dans des contextes qui sont très variables. Normalement, on se centre sur une activité de manutention, puis on a déjà un peu de difficulté à composer avec la variabilité de ce qu'on peut avoir. Imaginez-vous, dans ce contexte-là, là, ça représentait quand même un défi qui n'était pas à négliger. Quelle est l'implication, bien rapidement, là, parce qu'il y a un lien à faire avec éventuellement les transformations ou les difficultés que rencontrent les préventeurs. Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour des manutentionnaires de se retrouver dans des contextes qui sont variables comme ça? Premièrement, la représentation commune qu'on a, puis à chaque fois que je fais des présentations, je me plais à le redire parce que je crois qu'il y a vraiment un message à passer à ce niveau-là. On a tendance à beaucoup simplifier cette activité-là parce qu'effectivement, quand on regarde ça d'un point de vue externe, prendre une charge, la déplacer de là à là, n'importe qui ici à peu près là, est capable de faire ce mouvement-là puis de déplacer la charge. Donc, il n'y a pas nécessairement de reconnaissance qu'il y a des savoirs techniques et effectivement, il n'y en a pas dans bien des contextes. Certains contextes de manutention, on en a, là, en plus des activités de manutention, il y a des savoirs techniques qui peuvent être mobilisés par les travailleurs. Mais dans beaucoup de contextes de manutention, il n'y les a pas, ces savoirs-là. Donc, étant donné qu'on n'a pas besoin d'avoir de formation, on a tendance à penser que c'est un travail qui est assez simple, puis une représentation aussi qu'on peut remplacer, donc, la force ouvrière, si on veut, quand les gens se blessent ou quand les gens quittent, bien, de façon assez simple. On a juste à mettre quelqu'un d'autre qui va faire la manutention. Ce qu'on a vu, puis je l'ai fait dans le cadre d'une publication là, dans le travail humain assez récemment, on a travaillé sur la définition d'une compétence en manutention et toutes les
les angles avec lesquels on peut attaquer cette compétence-là et la richesse de ce que les manutentionnaires font dans les milieux de travail. En fait, j'ai utilisé une formule qui avait été déjà utilisée par cet auteur-là, user de son corps sans l'user. C'est véritablement là qu'est la compétence des manutentionnaires. C'est pas de déplacer la charge du point A au point B, c'est de le faire 500, 1000, 1500 fois dans une journée sans trop hypothéquer son intégrité physique. C'est ça véritablement qui est la compétence que développent les manutentionnaires avec le temps. Je minimise un peu, il y a quand même des conséquences sur la qualité du travail qui est fait, sur l'idée qu'on est plus productif avec le temps aussi. Donc, il y a des conséquences au niveau de la production, si on veut, mais surtout des compétences à pouvoir combiner, rendre cette production-là, rendre cette qualité-là, tout en ne m'hypothéquant pas trop. Parce que je ne suis pas passé à travers toutes les statistiques de manutention, parce que je suis à peu près sûr que vous êtes des gens convaincus ici que la manutention, ça représente une problématique qui est quand même importante. Donc, c'est un savoir qui est important à comprendre. Donc, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît d'être manutentionnaire. Mais qu'est-ce que ça pose comme problème pour les intervenants de cette diversité-là des situations de manutention? Bien, j'en ai situé deux, j'en ai rapporté deux, il pourrait peut-être en avoir plus que ça. Le premier, c'est véritablement faire le diagnostic de ces situations-là, en quoi elles sont problématiques, où sont les risques. Parce qu'on n'est pas dans une relation ici en manutention où à peu près jamais de causalité simple, de cause à effet. Le poids va engendrer une problématique. Le poids combiné à la hauteur, combiné au tonnage, combiné aux distances de déplacement, c'est ce qui fait la difficulté de faire un diagnostic dans la manutention. On a plusieurs causes qui sont associées à plusieurs effets. Et ces causes-là et ces effets-là vont changer dépendamment de la situation de manutention à laquelle je suis confronté. Donc, c'est ça la difficulté à faire le diagnostic dans ces situations-là. Et les gens sont un peu perdus ou demandent de l'aide pour pouvoir réaliser ce diagnostic-là. La deuxième, c'est de proposer des solutions qui sont adaptées puis qui répondent aux attentes des demandeurs. Souvent, ce qu'on leur demande, c'est de, comme je vous le disais tout à l'heure, venez régler nos problèmes, mais plus largement, de façon plus fréquente, venez montrer à nos manutentionnaires la bonne façon de manutentionner, dos droit, genoux fléchis et tout. Donc, ça pose un problème parce que si on utilise des espèces de solutions passe-partout qu'on peut exporter d'une situation de manutention à l'autre, ou une situation de manutention, une formation de manutention qui était prescriptive du tel dos droit, genou fléchi, puis qu'on essaie de colporter ça ou de pouvoir faire cette formation-là dans plusieurs milieux de travail, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il faut être plus spécifique que ça. Il faut avoir les savoir-faire qui sont déployés dans ces situations-là. Faites bien attention, là. Je ne veux pas du tout jeter le bébé avec l'eau du bain. L'idée, c'est pas de dire que les techniques de manutention sécuritaire sont à mettre de côté. Ils font partie de l'arsenal que doit posséder un manutentionnaire, mais si on leur donne juste ça, comme je me plais souvent à le dire, c'est comme donner un bois 1 à un golfeur puis qui joue toute sa ronde de golf avec son bois 1. C'est pas suffisant comme savoir-faire. Je pense qu'il faut élargir leur coffre à outils puis leur en donner davantage. L'analogie que j'utilise, encore une fois, parce que je fonctionne beaucoup comme ça, vous voyez le golf, là je reviens avec les sports de raquettes. Ce sont tous des sports de raquettes, hein? Le tennis, le ping-pong, le badminton, le squash, le racquetball. Ça fait tous partie de la même famille. Mais je ne pense pas qu'il ne viendrait jamais à l'idée ici, à des personnes, de dire, bien, je vais entraîner, où les exigences du joueur de tennis sont identiques aux joueurs de badminton. Je vais les entraîner de la même façon, je vais leur donner le même coaching, la même formation. Bien, c'est un peu le même principe que j'essaie de vendre un peu concernant la manutention. C'est de dire, par rapport au fait qu'on manutentionne des tables à pique-nique, des regards, des goûts et tout, oui, on fait partie de la grande famille de la manutention, mais c'est quand même des savoir-faire qui sont spécifiques en fonction de ce que je manutentionne puis du contexte dans lequel je fais. Et il faut préparer les gens à faire face à cette situation-là de façon spécifique et non pas générique comme on le fait classiquement en formation, par exemple, à la manutention. Donc, des retombées plus pratiques dans une perspective de recherche qui a découlé un petit peu de ce projet-là qu'on a fait dans cette municipalité-là. Premièrement, un essai de classification des activités de manutention. C'est très populaire dans le sport que de vouloir classifier les activités sportives. On fait du tir au pistolet, on fait ci, on fait ça, puis on va chercher un petit peu les exigences spécifiques. C'est un peu ça que j'ai essayé de reproduire, grosso modo, pour les activités de manutention, voir comment on peut les classifier, puis comment on peut, en fonction de cette classification-là, y assigner des exigences particulières en fonction de ce qu'on manutentionne puis du contexte dans lequel on fait. Donc, on a travaillé sur une petite grille qui n'a pas été publiée, puis sur lesquelles je n'ai pas fait d'effort de valorisation encore, mais je me projette de le faire. Quelqu'un qui suit ce que je fais depuis un certain temps, vous n'êtes pas surpris d'entendre parler des fameuses règles d'action, qui sont une façon de trouver un peu, à travers des règles, de mieux interpréter les savoir-faire qui sont faits dans ces contextes qui sont variables-là. Je vais y revenir rapidement.
Les règles d'action avaient déjà été identifiées avant même qu'on fasse le projet, mais le projet nous a permis un petit peu d'aller plus loin dans notre compréhension de ces règles-là, puis encore une fois de les exposer à la très grande variabilité qu'on avait pour savoir si c'était robuste, puis ça nous permettait de bien interpréter les savoir-faire. Et finalement, un projet que je vais soumettre très possiblement à l'automne, qui est une modélisation du risque dans une approche probabiliste, j'en parle très rapidement, mais qui est une façon d'évaluer le risque justement dans ces contextes-là très variables, où on manutentionne des charges qui varient dans des contextes climatiques, d'environnement, d'aménagement physique qui vont varier. Avoir un outil pour mieux évaluer les risques dans ces contextes-là, je crois que les outils dont on dispose à l'heure actuelle ne permettent pas de faire face à cette variabilité-là. Donc, rapidement, cette classification, lorsqu'on regarde la manutention dans sa pointe comme ça, puis on regarde la définition, on a l'impression que tout le monde fait la même chose. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on commence à regarder les métiers qui font de la manutention, bien déjà, ils se dégagent, on a des représentations que ces gens-là, ouais, ils font de la manutention, mais ils font quand même pas tous la même chose. Des éboueurs, des déménageurs, des gens qui sont préposés à la réception, des préposés aux bénéficiaires. Lorsqu'on regarde les tâches, bien, ça se distingue encore plus. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils palettisent, ils dépalettisent, ils remplissent une remorque ou ils la déchargent, ils alimentent une machine, ils nettoient, ils ramassent, ils rangent. Vous avez vu qu'il y a plusieurs tâches qui peuvent être impliquées dans les situations de manutention. Puis ce que j'ai fait, je suis allé une coche encore plus bas, puis je suis allé voir quel est le type de manutention que requièrent ces tâches-là. Est-ce qu'on doit se déplacer avec la charge? Est-ce que je dois faire des transferts ou des transports? Quelle est la nature du système qui est impliqué? Est-ce que j'ai un équipement avec moi? Est-ce que j'ai pas d'équipement? Est-ce que je suis médié par une pelle, par exemple, ou un autre équipement qui me permet de faire cette manutention-là? Donc, dépendamment de ce qui est fait comme tâche, on en arrive à distinguer des exigences au niveau de cette manutention-là qui sont différentes. Voici un petit peu la grille de classification dans une version très brute sur laquelle je vais devoir travailler, mais je pense que ça a d'intérêt. Ce que j'ai fait, c'est premièrement, mis sur cet axe-là, qu'est-ce qu'on fait avec la charge en termes de déplacement? Est-ce que c'est des transferts de charge qui nécessitent à peu près pas de déplacement des appuis? Donc, j'ai des pivots, des transferts, des choses comme ça, où j'ai à me déplacer de façon importante avec la charge. Et sur l'autre axe, ce qu'on a fait, c'est quoi la relation que j'ai avec la charge? Est-ce que je l'ai dans les mains complètement, puis je suis libre de faire ce que je veux avec elle, avec cette charge-là? Est-ce que c'est médié par un équipement, comme je vous disais, une pelle, un pic, ces choses-là? En haut, j'ai appelé ça de la manutention contrainte, mais j'aurais pu appeler ça de la manutention assistée. C'est lorsqu'on travaille avec un équipement d'aide à la manutention. Donc, un diable, un chariot qui est en appui avec le sol, puis qui fait que je peux déplacer les charges, les rouler ou ces choses-là. Et la dernière, c'est quand les charges sont suspendues par un palan, par l'utilisation d'un boom truck ou d'un treuil ou ces choses-là. C'est tous de la manutention, mais qui présentent des exigences qui sont quand même assez variées. C'est ce que j'ai voulu représenter ici dans le rapport. Les activités 1 ont des particularités, les activités 2 ont des particularités, puis je les définis dans le cadre du rapport pour mieux avoir idée des contraintes puis des défis que représente le fait de faire de la manutention dans ces contextes-là, pour arrêter de les aborder de la même manière, si on veut, puis voir les différences qu'il peut y avoir dans ces activités-là. Un exemple rapidement que je rapporte, par exemple, le fait d'être dans un contexte où je manipule les charges avec les mains, dans un contexte de transfert, par exemple, lancer des déchets dans une trémie. Vous voyez qu'il y a différents exemples qu'on peut donner de situations de manutention. Et ça définit pas nécessairement le métier, mais ça définit en fait les grandes tâches qu'il y a à faire. L'autre élément, un code gestuel en manutention qu'on a proposé. J'ai fait des présentations nombreuses sur ces choses-là, mais on a eu la chance, en particulier avec Maud, de tester ce code-là. De la même manière que les musiciens se comprennent à l'aide de ça, que nous, on se comprend à l'aide du langage, des choses écrites, j'ai essayé d'arriver à un code avec des règles d'action dont je ne détaillerai pas aujourd'hui, on en a 8, qui permettent de décrire des mouvements de manutention, des techniques de manutention réalisées dans des contextes très, très, très variables, pour mieux comprendre qu'est-ce qui est fait exactement, puis élargir un petit peu l'idée que c'est seulement postural, mais qu'il y a des éléments d'équilibre là-dedans, d'utilisation du corps, d'utilisation de la charge. Supporter la charge le moins longtemps possible, par exemple, c'est une des règles qu'on a évoquées. Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un, par exemple, qui est un éboueur? Ça veut dire éventuellement lancer ces charges-là pour ne pas se déplacer avec. Je ne rentre pas dans le détail des conséquences positives ou négatives qu'il peut y avoir avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour un égoutier? Ça veut dire soulever juste ce qu'il faut pour pouvoir faire le reste de la manutention en appui avec le sol. Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui est préparateur de commande, par exemple? Ça veut dire de prendre la charge le plus tard possible puis de la déposer le plus rapidement possible puis faire des ajustements post-dépôt. Vous voyez qu'une même règle, dépendamment du métier qu'on fait, va s'interpréter ou le savoir-faire va s'interpréter de façon différente en fonction du contexte. Finalement,
Un élément que j'aimerais beaucoup faire pour faire face à cette diversité-là, c'est d'aller chercher des indicateurs de charge ou de risque qu'on peut utiliser dans n'importe quel contexte de manutention. Donc, les tonnages et sa répartition. Au niveau de la prise des charges, le poids des charges et la hauteur, vous voyez, là, je ne détaillerai pas tout ça, mais j'ai quelques indicateurs qui nous permettraient éventuellement de mettre ça dans un logiciel où on irait chercher, par exemple, le tonnage avec la densité de manutention, puis on aurait un indice gradué du risque à l'intérieur de ça, mais avec une vision qui est probabiliste, c'est-à-dire pas déterministe, de dire si on a tel tonnage, voici ce qui va se produire, mais d'offrir une plage graduée du niveau de risque qu'on peut rencontrer dans ce contexte-là. Voici. Merci beaucoup pour votre attention.